Bon, bah, on va boire un petit rosé. On va boire un petit volo. Un petit volo. Bonjour, mamie. On va boire un petit volo. Bleu, mais c'est pour les belles plantes. Moi, je mets trop sec. Moi, deux petits volos, s'il te plaît. Hein? Tipo, bacia con l'altra, che si vede una vita. On est tous les deux. Ah oui, allez, celle-là. Non. Bravo. Deux pour deux. Il va le faire. Hein. Elle brille, la boule, elle brille. Chute devant. Chute derrière. Pas loin, hein? Non, pas loin. Ni devant, ni derrière. Pas loin, pas loin. Un petit peu plus à gauche, c'est la fin. C'est bon. Mais bon, là, allez un petit coup. C'est l'endroit le plus difficile. Un point, 3-0. Ah ben, d'accord avec toi. 8-0. Ça va, Carl. Il t'a pas dit belle boule. Ah si, il a dit bien joué. Ah, ben, pour la fin. Allez, elle est là. Il a bougé le bouchon. Là, il est un peu à moins. 8 cm. 8-0, Antoine. T'as gagné, Antoine. Tu la tires ou je pousse la mienne? Allez. On ouvre le champ de tir. Allez, reviens. J'ai perdu. Et Antoine, 9-1. Thierry, c'est un peu étonnant d'avoir un terrain de pétanque comme ça en République dominicaine. Ah oui, on s'appliquait pour le faire et on s'applique pour le garder. Parce que avec 3 jolis terrains comme ça, éclairés, qu'on a appelé la place des Lys pour le clin d'œil, sous les cocotiers avec la vue sur la mer,
On fait tout pour le garder parce que c'est le centre d'action sociale du village. C'est là que l'on se retrouve la majorité pour jouer au boule ou pour regarder ceux qui jouent au boule. Il y en a plein qui viennent tous les jours qui ne jouent pas. Qui viennent prendre un verre et qui regardent, et qui s'amusent, qui participent et qui commentent la partie. C'est ce qui fait aussi son charme. Ça chambre un petit peu, ça félicite, ça applaudit, pas toujours à bon escient. Mais c'est ce qui fait le point de soudure sociale du village. Et on est content de se retrouver là tous les jours. Avec des vedettes, depuis 30 ans, d'autres qui arrivent pour 8 jours, et qui jouent aussi au boule et qui sont contents de se mélanger et de faire de belles parties jusqu'à pas d'heure la nuit, quoi. Des fois on ferme un peu plus tôt et des fois ça dure un peu plus longtemps. Ça chante des fois, on prend le micro, on chante après. Quand on a amassé assez des boules, on fait du karaoké. Mais c'est plus compliqué. C'était vraiment indispensable d'avoir un terrain de boule en République dominicaine? Je crois qu'il y en a toujours eu. Depuis que Michel Volo est arrivé ici, il jouait aux boules sur le chemin, sur la piste. Et les règles étaient simples, il n'y a pas de règles. Donc il jouait comme il voulait, à la distance qu'il voulait, ça touchait un bout de bois ou pas, il n'y avait pas de règles. Et il jouait d'un bar jusqu'à notre bar, 500 mètres plus loin. Quand ils arrivaient, ils buvaient un coup, ils faisaient le retour. Et il y a toujours eu, en fait, les Français jouent à la pétanque, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il a suffi qu'un porte des boules pour dire on va jouer aux boules. Voilà, et donc après les générations se suivent, les gens se suivent. Et il y a toujours eu un terrain de boules actif à la Serenas. Aujourd'hui, il y en a au moins 2, voire 3. Et ça joue partout, gentiment. Il y a rarement des concours, des compétitions, non, des concours, des tournois que l'on organise. Quand on a un peu de beau temps, qu'on est sûr de la météo, on peut arriver à faire un joli barbecue et puis à réunir une centaine de personnes. Souvent avec un but humanitaire, avec l'association humanitaire dominicano-européenne, la HDE, que tient Paul Jonker et Laurent Vigier. Et ils viennent ici notamment 1 à 2 fois par an pour faire une belle journée de boules avec une centaine de personnes où ça se passe dans la joie et l'amitié au bénéfice de cette association caritative. Voilà. On arrive à joindre l'utile et l'agréable en faisant du social dans le village. C'est la partie sociale que l'on a. Voilà. Il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui jouent aux boules. Et c'est réellement nécessaire dans le village. Réellement. Le jour où on ne jouera plus aux boules, il va falloir se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on fait. On va à la pêche, on va se baigner, on va en promenade, on va faire nos courses, on s'organise. Mais il y a un moment où il faut un peu se détendre. Et les Français ou Suisses ou Italiens que nous sommes ici, ça se joue autour d'une partie de boules ou d'une partie de cartes. Voilà. Et vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent sur les terrains de pétanque? Ah oui, moi j'en ai de plus en plus, oui, de plus en plus. Et qui me demandent même de mettre un panneau au bord de la route. Ici on cherche le 4e, c'est-à-dire presque un code pour les joueurs de boules. Arrête-toi, tu seras le bienvenu, parce qu'il y en a qui viennent en vacances, ils n'ont pas de contact ou de réseau spécifiquement. Ils connaissent quasiment personne, ils viennent en vacances, mais ils n'osent pas faire le pas, dire non, ils sont entre eux, ils jouent aux boules. Et une fois qu'on a fait connaissance, j'ai eu plusieurs fois, on m'a dit, mets un panneau au bord de la route, ici on cherche le 4e. Ça c'est vraiment boulistique, si je puis dire, en terminaison, pour chercher un joueur de boules et lui dire arrête-toi, on t'attend pour jouer aux boules. On ne l'a pas fait parce que réellement celui qui veut s'intéresser un peu aux boules, qui s'y intéresse déjà quand il vient en vacances, tôt ou tard il s'approche, il prend un verre, un pastis ou un rhum, ce qu'il a envie, et puis il va s'approcher. Moi c'est mon rôle d'aller le voir, de dire si vous voulez jouer aux boules, venez avec nous. Et là ça se détend un petit peu et on s'aperçoit qu'on est tous passionnés par la même chose. On ne joue pas d'argent, on ne joue rien de particulier, on joue pour le plaisir de jouer. On joue une tournée. Le perdant en général paye la tournée au gagnant. Dans l'humiliation, voilà, c'est le réconfort que l'on peut se trouver, avoir un enjeu à jouer. Voilà. Hormis les concours que l'on peut faire, qui sont dotés par les commerçants du village, avec une participation financière de 100 pesos par joueur, 2 petits euros, qui seront remis après à l'association avec
la recette du concours qui est faite comme ça. Voilà. Entre le pastis et la pétanque, on se croirait presque dans le sud de la France. On y est. On a de grands noms, quelques stars et quelques vedettes qui passent nous voir. Et des gens qui ont eu joué à la place des Lys, avec Barclay, avec Henri Salvador. De temps en temps, on en a un ou deux qui passent nous faire un petit clin d'œil et qui viennent jouer avec nous ici. Oui. Oui. Récemment, vous avez eu qui de célèbres? On a eu des joueurs de rugby de l'équipe de France. On a eu, fut un temps, Stéphane Collaro qui était passé. Isabelle Adjani qui est passée sur le village aussi. Patrick Hurel qui est passé, mais qui s'est fait très très discret. Bernard Lévillier qui est venu plusieurs fois également. On a quelques-uns comme ça qui passent, ou de la télévision notamment aussi, des présentateurs ou des animateurs. Ouais. Et pourquoi des gens célèbres viennent jouer à la pétanque ici avec vous à la Sterenas? C'est peut-être le petit clin d'œil de leur séjour ici. Et ils viennent se détendre là, de façon pas anonyme, mais presque, où ils ne sont pas pressés par une foule de fans, ou comme ce serait peut-être en France, s'ils allaient jouer à la place des Lys à Saint-Tropez, où tout le monde les attendrait. Et ici, ils peuvent arriver incognito, et c'est nous qui nous posons la question, mais celui-là, c'est pas un tel, tu crois? Voilà. Mais bon, c'est relativement rare, c'est l'anecdote qui fait que, mais à 8000 km, 8000 et quelques kilomètres, se retrouver sur la plage, sur notre place des Lys à nous, sous les cocotiers, la vue sur la mer, avec quelques alizés qui nous soufflent dans les oreilles, c'est là qu'on se retrouve, c'est vraiment... c'est pas spectaculaire, mais de façon passionnée, on se retrouve entre nous, autour d'une simple partie de boule, pas dans une conférence de presse avec beaucoup de monde, ou dans un congrès, où on est là entre nous, on tire, on pointe, on boit un coup, on se tape sur l'épaule, on s'embrasse, et on a passé une belle journée au bout du bout. Est-ce que ce terrain de pétanque, il n'est pas un peu à l'image de las Terenas par rapport à l'ambiance, quoi? C'est très détendu. De toute façon, las Terenas, en République dominicaine, à las Terenas, bien évidemment aussi, on n'est pas venu là pour le stress. Il n'y a pas de stress ici, ça n'existe pas. Je ne suis pas sûr qu'en dominicain existe le mot stress, je ne le connais pas. Le seul stress qu'on a, c'est le stress de la météo, qui un jour est bon, un jour est moins bon. Et voilà, on est sur la plage, dans le village, on trouve à peu près tous les produits que l'on a envie de trouver. Si on ne trouve pas, on peut commander à l'extérieur, sur internet, et se faire livrer comme dans le monde entier. Et il ne nous manque rien ici. Rien, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vivre tranquillement, sous les cocotiers, avec les moyens que chacun a, quels qu'ils soient, du plus simple jusqu'au plus sophistiqué, dans de très belles maisons, dans de petites casitas. Tout le monde y trouve son compte, parce que chacun vit à sa vitesse. Et on se retrouve là aussi simplement au terrain de boule que chez le boulanger, ou chez le boucher, ou chez le poissonnier, ou acheter nos langoustes et nos poissons comme chaque matin. Et à vivre simplement. On est très 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 loin des problèmes franco-européens. On les suit tous les jours. Tous les jours au café, à 7h, à 8h, on prend le café ensemble, 5, 6, 7 personnes. Et chaque fois, on parle des informations de la veille. Ça veut dire que chacun les suit, les raconte à l'autre, à tour de rôle quasiment. Donc on se tient quand même informé de tout, avec grand désespoir, parce qu'on voit tout ce qui se passe. Bon, voilà. Mais on est très loin de tout ça, très très loin de tout ça. On est plus impliqué sur la vie locale, du village, de la province et du pays, que sur les problèmes de politique ou d'économie franco-français, qui sont certes un petit peu loin. Voilà. On vit ici, nous vivons là tous les jours. En travaillant, ou pas, en étant pensionné, retraité, ou en travaillant, pour ce qui est de mon cas, 7 jours sur 7. Voilà. On a la sensation quand même que ici c'est un petit bout de France, avec tous les Français qu'il y a. C'est un bout de France d'Europe. Il y a beaucoup de Français, sûrement une majorité parmi les nationalités étrangères. Il y a aussi beaucoup d'Italiens, il y a des Suisses, des Canadiens, beaucoup de francophones, il y a des Belges avec également. Et c'est vrai que c'est peut-être rassurant pour un couple de Français qui a une famille qui veut s'expatrier, de savoir qu'il y a des produits français, des gens qui parlent français,
à l'hôpital, à la clinique, il y a toujours quelqu'un qui parle français. Les supermarchés, on trouve quasiment tous les produits. Et c'est pas une barrière, il n'y a pas une barrière de langue réellement, parce qu'on peut arriver à trouver toute corporation de métiers francophone. Donc c'est quand même assez facile de venir jusqu'à Las Terrenas, de ne pas avoir ce problème-là. Quelqu'un qui va partir en Thaïlande ou dans les pays asiatiques, où là il y a réellement une barrière de langue, à part d'être anglophone correctement. Et encore, c'est pas sûr. Mais ici on a vraiment cette facilité-là, c'est le plus rassurant qui est. Ouais. Et comment ça s'explique cette présence française ici? C'est du cooptage, je pense. Depuis les premiers, René Técher, Michel Volot et tous ceux qui sont arrivés dans les années 80 et qui ont dit à leur cercle social, familial, venez à tel endroit, c'est fantastique, venez au moins en vacances et vous verrez. Et les gens sont arrivés comme ça, par cooptage, avec des plages magnifiques. Il n'y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, pas de route, pas de voiture, pas de banque. Il fallait aller à Sanchez à l'époque pour aller couper un billet de 500 pesos pour faire de la monnaie. Peu de commerce, hein, il fallait tout ramener de 5 heures de route. Ils ont fait tout ça. Et en cooptant des gens de leur cercle, ils sont arrivés à faire grandir ce village, économiquement parlant, et en population. Je n'ai pas d'idée de la population dans les années 80 du village de Las Terrenas. Ça devait se résumer à 2, 3 ou 4 centaines de personnes. Au dernier recensement en 2012, fait par le gouvernement, il y avait quelques 39 000 personnes recensées dans le village. Et tout le monde n'a pas participé à ce recensement. Moi, le premier, en 2012, j'étais là, on ne m'a pas demandé si je vivais là ou pas. Donc on est au moins 39 ou 40 000 dans Las Terrenas, toutes nationalités confondues. Et vous imaginez comment le futur de Las Terrenas? Vous pensez qu'il y a encore plus de Français qui vont venir ici? Alors il y a de plus en plus de Français qui ont envie de s'expatrier, ça c'est sûr. Au vu de ce qui se passe en France et en Europe, et qui en ont assez, etc. Des problèmes administratifs, fiscaux et autres. Est-ce qu'il y aura plus de Français à Las Terrenas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura plus d'étrangers? Oui, c'est sûr. Des Canadiens qui commencent à arriver, des Américains, des Argentins, d'Amérique du Sud, tous les pays d'Amérique du Sud, et d'autres, des Scandinaves qui commencent à arriver, des Suédois, des Norvégiens, il y a des Allemands, il y a des Hollandais, tous les pays européens quasiment, on a des Russes, des Ukrainiens, il y a 27 nationalités qui vivent à Las Terrenas, 27 nationalités. Donc dans ces 27-là, si chacun coopte 10, 15 chaque année, ça fait une croissance exponentielle qu'il faut arriver à assumer. C'est un peu le problème du village en ce moment. Voilà, d'arriver à répondre à la demande au niveau des infrastructures, que ce soit de l'eau, de l'électricité, du tout à l'égout, des poubelles et de tout ce qu'il peut y avoir dans une communauté de 40 ou 50 000 personnes. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 6 ans. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venu ici en vacances en janvier 2009. Et bonsoir Mimi, à demain, sûrement. À demain Michel. Donc vous êtes arrivé quand ici? En janvier 2009 en vacances, pour 3 semaines. Et je suis revenu m'installer au mois de novembre 2010. Avec 2 valises, célibataire. Et j'ai fait la rencontre de l'amour de ma vie le soir de Noël, le 25 décembre 2010. Et ce qu'on peut appeler un coup de foudre en fait. Et 13 jours après, nous nous aménagions ensemble avec une albigeoise française de 100 km de mon petit village à moi de Villeneuve-sur-Lot. Et elle était célibataire ici, vivant ici depuis 1995 et travaillant ici à son compte. Et 13 jours après, on a ménagé ensemble. Et 13 mois après, nous nous marions à l'ambassade de Santo Domingo, en territoire français, sous loi française. Et depuis, nous vivons le plein amour. Et comment vous est venue l'idée de créer un terrain de pétanque ici? Alors, j'ai pas eu l'idée spécifiquement. Il existait un terrain de pétanque déjà, sur l'autre plage de Playa Popi, qui était tenu par un charmant jeune homme depuis une paire d'années qui s'appelait Yannick, et qui a eu un problème de santé, qui est décédé. Qui est décédé de mémoire le 26 ou le 27 octobre 2012. Et apprenant son décès, j'ai décidé de créer. Et donc,
ayant l'espace suffisant ici, on a créé le plan de jeu ici. Et bonjour Yves. Comment tu vas? Tu es en forme? Ah, tout va bien. Tu es fidèle au poste? Ah, de retour. De retour? Bah ouais, Mais c'est un éternel retour. c'est un éternel retour. La dernière fois, ça fait 3 ans quand même. 3 ans, oui. Mais 3 ans après 25 ans. après 25 ans. Voilà, où tu reviens régulièrement. Ah, je peux pas quand même abandonner Tu peux pas- les amis. tu peux pas couper le cordon. Non, je peux pas. C'est ouais. bien, c'est bien ça, c'est bien. Allez, on va aller prendre l'apéro. Ah bah oui, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure, maintenant le soleil tombant. Et après on fait au bout. Là. Volontiers. Allez, ça va. J'ai dit, ça nous l'apéro, s'il te plaît. Un Ricard. Non, rien. Un petit rosé, Et un rosé, la sauce. s'il te plaît. Pour mouiller le glaçon. Allez, à nous, cher ami. Et on va chanter après ou pas? Plus tard. Oh, Plus un tard, petit karaoké. Karaoké plus tard. Alors Yves, vous êtes un peu une figure emblématique du village. On dit ça? On dit ça? Pourquoi on dit ça? Ben, j'étais prof en fait d'une toute petite école, les premiers élèves des Français installés ici. C'était en 1991, mais je viens de Suisse, d'où le 91. Les élèves ont dû apprendre. Et puis l'école était en fait où vous avez vu le Paseo, c'est un immense complexe. Ben, là il n'y avait rien, juste quelques petites cabanes. Et puis là c'est là que j'enseignais, 4 élèves comme je vous ai dit avant, 4 enfants des Français, dont Joseph, le fils de Michel Volot. Et voilà, Et donc vous avez enseigné combien de temps là-bas? 4 ans. Et quand vous êtes parti, il y avait combien d'élèves dans votre Alors, équipe? quand je suis parti, il n'y avait pas encore beaucoup d'élèves, il y avait une quinzaine d'élèves. Je crois que maintenant ils sont 150, ou je ne connais pas exactement le nombre d'élèves qu'il y a aujourd'hui. Mais enfin, ça a augmenté énormément. Ouais. Vous êtes conscient que c'est quelque part grâce à cette école française que beaucoup de Français sont venus ici parce que vous pouvez permettre à leurs enfants d'étudier dans cette école? Alors il est vrai que les Français, pas seulement les Français d'ailleurs, parce qu'on donnait l'enseignement aussi à des enfants de parents italiens ou espagnols qui devaient d'abord apprendre le français pour pouvoir avoir un enseignement. Donc c'est vrai que c'était très important pour les gens qui s'installaient ici, évidemment, de pouvoir avoir un enseignement. C'était donc le matériel venait du Centre national d'éducation à distance, CNED. Et puis les travaux étaient renvoyés en France pour être corrigés et donc pour vérifier qu'ils avaient bien le niveau. Et pourquoi une école française à Las Terrenas en République dominicaine? Alors ça, faut demander plutôt aux parents qui sont installés ici. Mais je pense qu'en tous les cas, au moins en France, il y avait ce système d'éducation à distance qui peut-être n'existait pas dans d'autres pays. Ouais. Aujourd'hui, l'école, vous y êtes retourné. Est-ce que vous êtes surpris par le nombre d'élèves? Alors là, j'y suis pas retourné parce que je viens d'arriver. Surpris par le nombre d'élèves, disons surpris par le développement de Las Terrenas, oui, ça s'est énormément développé. Donc évidemment, après l'école a aussi grandi en même temps. Et vous pensez que le fait qu'il y ait la présence d'une école française ici a permis à de nombreux Français de venir s'expatrier à Las Terrenas? Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain, ça c'est su. Donc les gens ont su qu'il y avait une école qui avait le niveau suffisant pour permettre aux élèves de vivre dans un pays différent, loin de leur pays d'origine. Et de pouvoir justement avoir un certain niveau pour se lancer dans la vie. Donc, les premiers élèves que j'ai eus auront tous, paraît-il, un avenir qui va bien, ils vont bien, quoi. Ça me rend évidemment très heureux. Vous avez une idée du nombre d'élèves qu'il y a maintenant dans l'école française?
Alors je crois, il faudrait demander peut-être à Thierry. 154 ou 5. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, ouais, environ 150. Donc en 25 ans, on est passé de 4 à 150. Voilà. Est-ce que vous pouvez me le dire ça? Oui, en 25 ans, on est passé de 4 élèves à 150. Est-ce que vous pouvez recommencer le nom parce que j'ai entendu un bruit de téléphone? Oui, oui, donc l'école est passée de 4 élèves à environ 150 aujourd'hui. C'est impressionnant. Sachant que chaque année, le collège à La Serena s'arrête à la classe de 3e. Il y a donc 20-25 élèves qui s'en vont vers un lycée, le lycée français à la capitale, ou pour prendre d'autres cours de classe de seconde ailleurs. Donc chaque année, l'école perd 20 à 25 élèves, qui sont remplacés par 20, 25, 26, 28 nouveaux arrivants en classe de CP ou en primaire, suivant l'âge auquel ils arrivent ici avec leurs parents. Et chaque année, l'effectif de l'école est croissant. Malgré les 20 ou 25 qui sortent de 3e, ils sont remplacés par 20, 25, 26 qui sont de nouveaux arrivants. Ce qui fait que là, on a un réel curseur pour voir l'évolution du village au niveau de la population française, sachant qu'il n'arrive pas que des familles avec des enfants. Il y a des retraités, il y a des anciens commerçants, il y a un petit peu de tout, des gens qui sont intéressés pour les vacances, qui ont d'autres disponibilités, des dispositions pour venir plusieurs fois dans l'année. Et donc on arrive à avoir un effectif, si je puis dire, de Français, de population française, croissante chaque année. Mais le curseur est réellement à l'école, où là on voit que chaque année l'effectif est croissant, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Nickel. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que en fait, quand on vit comme ça à l'étranger, il y a l'école, c'est une chose, mais déjà tous les enfants deviennent rapidement bilingues. Et en fait, ils ont aussi un apprentissage de la vie qui est très important. Ils vivent une expérience de vie avec une communauté double ou même triple, quadruple, puisqu'il y a tous les étrangers, mais aussi leur rapport avec les Dominicains, avec les Haïtiens. Donc voilà, c'est aussi une richesse de pouvoir apprendre tout ça. Donc finalement, les parents se retrouvent sous les cocotiers à jouer à la pétanque. Et les enfants deviennent bilingues et sont confrontés à plusieurs cultures. Donc c'est... Voilà, c'est ça, je pense aussi un bel enrichissement pour eux. Est-ce que vous pouvez me dire ça, le fait que voilà, les parents... Il y a quand même beaucoup d'actifs dans le village. Hein. Il y a beaucoup de gens actifs qui travaillent tous les jours, qui ont un commerce, une vraie profession. Non pas que les commerçants n'ont pas une vraie, mais une vraie profession technique. Électricien, plombier, maçon, carreleur, peintre. Il y a des gens qui se sont expatriés avec un vrai savoir-faire et qui cherchent à le faire valoir ici et en vivre, et qui en vivent ici. Voilà. Alors c'est vrai qu'on gagne des pesos et on a tendance à dépenser des dollars et des euros, ce qui n'est pas le même ratio, mais c'est vrai que la fiscalité n'a rien à voir, on n'est pas dans un paradis fiscal, loin de là. Le paradis fiscal, c'est tout ce que tout le monde connaît. Mais on n'est pas dans un enfer fiscal non plus, comme on pourrait le connaître en France ou ailleurs, en Europe. Donc on a une liberté d'action à investir, à travailler, à développer, où on peut récolter quelques fruits et se permettre de vivre ici dans la bonne humeur, tout en travaillant et en s'organisant. Merci. Et tout le monde n'arrive pas là, en fait. Tout le monde n'arrive pas là, comme ça, avec plein de sous pour dire je m'envoie en l'air. Non, c'est pas ça. Il y en a plein qui sont à saturation, qui arrivent là et qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de s'organiser, de travailler, qui ont un budget mensuel à tenir et qui ont besoin de travailler pour tenir ce budget mensuel-là. Voilà, donc il faut faire avec, il faut s'adapter et arriver à s'intégrer. Parce que la culture dominicaine n'a rien à voir avec la culture espagnole ou la culture latine. Et c'est peut-être le plus difficile à arriver à absorber, à s'intégrer. D'où l'intégration qu'on peut penser en France des autres populations qui arrivent, etc. Mais c'est le premier effort quand on s'expatrie, c'est celui-là. On n'arrive pas en terrain conquis, en conquistadores, comme l'ont fait les Espagnols il y a 5 siècles de ça. On arrive là, il faut arriver à s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut faire d'énormes efforts.
sans perdre son cadre de vie, ses habitudes, sa rigueur de travail ou de ponctualité ou de politesse, etc. Et c'est peut-être le plus délicat, bien que ce ne soit pas insurmontable, bien évidemment. Mais c'est le plus délicat à tenir et à faire tous les jours, à faire ses preuves pour s'intégrer dans une population qui vit différemment d'une population européenne ou occidentale. Voilà. Bien parlé, Thierry. Hop là, il y a un millimètre en plus. Là, il y a un millimètre en plus. Ah, c'est possible, non. À mon avis, là, tu l'as fait. La tirez pas celle-là. Si, ben, s'il ne rentre pas, on fait 11-11. Hein. Ah oui, non, surtout qu'ils étaient beaux. C'était dur à gagner. Hein? J'en ai pas. Pas comme toi, moi. Il y en a un meilleur que l'autre. Bravo! Regardez. Bravo Dominique! Dodo, tu bois un truc? De quoi? Dodo? Dodo? Une heure? Un perroquet? Ouais.